Apéro spécial match de samedi soir. Samedi, des matchs 3 Oh là là. dans 2 séries. Oh là là. Une série Knicks-Celtics, enfin Celtics-Knicks, qui devenait donc la Knicks-Celtics, puisqu'il y a 2 matchs à jouer à New York. New York menait 2-0 avant le match 3. Et la série qui allait à Golden State, Warriors qui accueillait les Wolves pour le match 3, à 1 partout. Des physionomies de série, de matchs, tout très différentes. Très différent. Mais donc on va détailler maintenant parce que ça joue cette nuit. Ça joue cette nuit, tout à fait. On est sur des séries à 3 matchs joués. On s'est déjà occupé de nos amis Pacers Cavs et Nuggets Thunder. Grosse vidéo qui est sortie un peu plus tôt dans la journée pour parler justement de ces Game 4, avec un pivot sur le Game 5 à venir de retour dans les équipes qui ont le meilleur bilan sur la série régulière. On va s'occuper maintenant de nos amis donc Celtics-Knicks, puisque comme Alex le dit, il y avait 2-0 pour New York, et la dernière fois qu'on a tourné une vidéo, on a déraciné la franchise de Boston en disant qu'est-ce que c'est que ce merdier, c'est n'importe quoi, bravo aux Knicks, bref, plein de choses sur lesquelles on va pouvoir revenir. On avait aussi des incertitudes sur les Warriors, sans Stephen Curry, une semaine sans, qu'est-ce que ça donne sur un premier match? Tout ça, on va en discuter. Avant ça, les rappels importants. Évidemment, si vous regardez cette vidéo le lundi soir et que ce soir, vous êtes dispo en fin de soirée, je serai notamment sur Twitch pour commenter en direct la loterie de la draft 2025. Découvrez en avant-première et réagissez en live à la future franchise qui va drafter Cooper Flag. Alex, c'est qui aura le numéro de la draft? Jazz, Wizards, Hornets, On Fire. Numéro 1 de la draft, Jazz, Wizards, Toi, tu fais Hornets. Les Nets, ouais, mais ils sont la probabilité est quand même faible. Mais j'avoue que vu qu'en plus tout le monde dit là, moi je n'ai pas encore bien regardé la draft. Enfin, j'ai scouté quelques gars, mais le top 5 quoi. Mais beaucoup disent que c'est vraiment une très belle cuvée en haut et même bien homogène derrière jusqu'au pick 15. Ça dit qu'il y a moyen de faire des gros joueurs et des vrais joueurs NBA. Du coup, je trouve que c'est bien le genre de draft où il y a une surprise tout en haut. Je pense que, vu la poisse qu'ils ont eue cette année, je pense que les Sixers vont se faire niquer et vont perdre leur pick. Je vois bien une belle surprise. Qui c'est qui a une belle surprise? L'année dernière, c'était Atlanta qui est arrivé numéro 1. Les Rockets qui viennent donc de piquer les Rockets, ça serait un truc de ouf. Qui viennent de prendre le pick de nos amis les Suns. Les Pélicans sont top 4 pour être top 1. Ils sont 4e, ouais. Zion, Cooper Flag, est-ce que ça fit? Qui reste? Non, il pourrait avoir des belles surprises en effet. Et puis on a des franchises qui, soudainement, dans leur construction, Portland, peuvent peut-être aussi avoir des jolis coups de pouce. Un coup de peau pour Portland, ça me plaît ça. Ça te plaît ça? Ouais, ça me plaît, c'est un coup de peau pour Portland. Allez, Blazers pour Alex, dites-nous dans tous les cas, on se retrouvera bien évidemment ce soir en live. Et cette semaine, il n'y a pas qu'un seul événement, il y en a d'autres. Il y aura aussi la remise de trophées de Shai Gilgeous-Alexander. Et ce week-end, ah oui, mesdames et messieurs, gros week-end. Gros week-end à venir, événement à Paris, on vous en a parlé plein de fois. Alex, qu'est-ce qui se passe ce dimanche? Qu'est-ce que tu fais? Incroyable Brocante Sport, 4e édition parisienne, à Grande Contrôle encore. C'est de 9h à 19h. L'entrée est gratuite de 10 à 19. Elle est payante en accès premium pour les passionnés plus, les amateurs un peu collectionneurs qui veulent chiner un peu plus au calme, on va dire, parce que c'est vrai qu'on accueille pas mal de monde. Moi, j'adore ce brouhaha, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir plus de temps pour regarder les objets qu'il y a d'exposés sur les stands. Donc, c'est de 9h à 10h, il y a un accès premium. C'est ça. Il y a à droite, à gauche, il y a un article sur le site de Trash Talk. Sinon, je vous remettrai le lien. Demandez-moi, je vous remettrai le lien éventuellement pour la billetterie de cet accès premium. Il va y avoir 50-60 stands. Plus de 30 000 pièces, du maillot, casquette, fanion, écharpe, cartes à collectionner évidemment, voilà plein de choses. Du foot et du basket principalement, mais aussi tous les autres sports US seront représentés, un peu de vélo, un peu de tennis, quelques collectionneurs olympiques également. Tout à fait. Qui seront là comme l'année dernière. Donc là, vraiment beaucoup de trucs, gros événements. Puis Grande Contrôle, quoi, le lieu s'y prête bien. C'est à la maison, hein. C'est comme le Grand Reste. Sachant que la veille, je serai au Paris Card Show. Et que le samedi d'après, le 24, l'incroyable Brocante Sport ouvre ses portes à Villeneuve-d'Ascq, au Grand Playground, de 10h à 19h. Excusez-moi, les horaires sont sur les affiches, mais il me semble que ce n'est pas 9h à Grand Playground, c'est 10h. Entrée gratuite, pas mal de stands, plein de produits, vraiment
la petite sœur de l'édition parisienne, mais petite sœur qui a déjà du coffre, quoi. La petite sœur qui a déjà du coffre. Tout à fait. Donc, si vous voulez, on se retrouve ce dimanche donc à Paris et la semaine prochaine, évidemment, à une audace. Toutes les infos seront retrouvées sur le compte Insta, notamment d'Incroyable Brocante Sport. Vous voyez, on va se régaler. Il y a plein de choses à savoir, des exposants qui ont des super trucs. On aura l'occasion de discuter, notamment des séries qui seront terminées. Est-ce que lorsqu'on se retrouvera ce dimanche, les Knicks seront en finale de conf? Est-ce que les Celtics seront en finale de conf? Celtics, je crois que c'est... Il y aura peut-être un Game 7. Match 7 du coup. Très hâte d'en discuter évidemment avec le café ce dimanche. En sortie de brocante là. Est-ce que Darius Garland sera déjà transféré? Non, évidemment on verra, mais il y aura plein de choses à discuter. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va devoir basculer maintenant sur les deux matchs de ce samedi. On s'était dit avec Alex, on va d'abord donner la priorité au match du dimanche. Donc on a parlé de Nuggets Thunder et de Cavs Pacers. On va discuter maintenant de ce qui s'est passé justement autour de ces deux matchs, à commencer tout de même par nos amis de Boston, puisque c'était le premier match de 21h30. Alors on s'était dit pareil, main event, New York menait 2-0 dans la série, on avait vu deux très gros matchs. Dos au mur, les Celtics quoi. Tout à fait, on avait vu les Knicks vachement gérer les money time du côté de Boston, où on avait eu des Celtics atroces, on les avait dézingués. On attendait le champion en titre, en déplacement à New York, dans une fournaise, avec les deux mains sur le volant et qui rappelle qui est qui. On a eu le match. Ouais. On a eu le match qu'on attendait des Celtics depuis le début de la série. Bien joué les Celtics, et surtout ils ont fait un truc par rapport à ce que tu viens de dire. Eh ben ça n'a pas été une fournaise, le Madison Square Garden. Les Celtics ont fait non. Nous, on jouerait bien dans le calme. On va calmer veut pas trop de bruit. On veut bien que les gens ils soient détentes, qu'ils aillent au bar prendre une bière, tout ça, mais blowout. Blowout de A à Z. Alors je sais, pendant le match, on était là, on était sur Twitter en mode « Ouh, ah ça y est, il y a 20 points, les Knicks sont dans leur zone de confort, tout ça, machin. » Non. Là, il n'y a pas eu de ça. Les Celtics ont eu 18-20 points d'avance, genre tout le match. Ouais, dès le premier quart. Ouais, dès le premier quart, et après ça a duré tout le match. Les Knicks ne sont jamais vraiment revenus. Il y a eu des mini-push pour recoller, qui ont très vite été calmés. Et donc, moi, j'ai deux choses comme ça, je te lance. Premier truc, réaction de champion de la part des Celtics. Mais pardon, ils étaient menés 2-0 après avoir joué 2 fois à domicile. Encore eux qui ont une réaction. C'est quoi après? Ils sont menés 3-0. Enfin, ils sont menés 3-0 avec un Game 4 à Madison Square Garden? Non. Donc, réaction de champion. Sans faire des matchs de fou furieux. Les 3 points sont tombés dedans. Ça, c'est une première grosse et ça a différence. fait trop mal. C'est une énorme différence. Mais aussi... ils ont maintenu le niveau défensif qu'ils avaient dans les premiers matchs, qui était plutôt bon, qui leur avait permis de prendre des écarts, de faire des écarts, sans forcément bien shooter. Ils avaient quand même fait des écarts. On oublie de dire qu'ils ont shooté à 25% à 3 points dans les 2 premiers matchs. À chaque fois, ils ont mené de 20. Donc, c'est que la défense est en place. Ils ont gardé la défense en place, des shoots qui tombent dedans, des patrons qui montrent qu'ils sont capables de prendre leurs responsabilités. Donc vraiment, bien joué les Celtics. Et en revanche, à contrario, je te mets en opposition. Genre là, pour le coup, c'est quoi ce match des Knicks? Oui. Genre, ils se sont dit, c'est bon, on a de la marche sur le champion en titre. Oh, le Game 3 à la maison. Oh, tu sais quoi, ça y est, ils ont 18, c'est bon. Moi, ils m'ont saoulé dans l'attitude. Oui, j'ai pas du tout kiffé. Je comprends. C'était typiquement le genre de match où il fallait sortir la défense avec les couteaux, les haches et tout ce que tu veux pour justement foutre la tête sous l'eau. On n'arrête pas de prendre cette expression, mais c'est vraiment un classique de play-off. Il faut savoir finir l'adversaire quand il est un peu posé un genou à terre. Là, les Knicks viennent de dire aux Celtics, non, elle n'a pas fini la série. Je comprends. J'aime pas du tout. J'ai pas du tout aimé ce match de la part des Knicks. Je comprends, évidemment. J'ai rien aimé dans leur match, en fait. Oh, oui, non, mais normal, ils se sont fait malmener du début à la fin. Par rapport à ce que tu viens de dire, évidemment, je vais pas te dire que les Knicks m'ont régalé. Non, ça, je me doute. Ça, c'est sûr et ça, certain. je prends pas de risque, j'enfonce des portes ouvertes, là. On y est. Mais il faut quand même les ouvrir. Pas du tout aimé. On avait critiqué vivement nos amis de Golden State lorsqu'ils avaient pris à la légère le Game 5 contre Houston, si je ne dis pas de bêtises, qui était un match où, dans des situations similaires, une équipe a tout de suite pris feu. Houston face à Golden State, et là, Boston contre New York. Boston a tout de suite pris feu, a montré la bonne attitude, et très vite, ils ont quitté sans sauvegarder. Les Knicks ont abandonné assez vite dans la rencontre. Il n'y a pas eu de répondant, il n'y a pas eu de sursaut, il n'y a rien eu de la part de qui que ce soit. Donc là-dessus, je te suis totalement. New York n'a pas du tout fait le match. C'est pas du tout pour leur excuser. Ils ont été très forts sur les 2 premiers matchs, et là, ils ont eu un coup de moins bien.
Ce qu'ils ont fait les 2 premiers matchs est tellement énorme que je ne dis pas que tout est autorisé au Game 3, mais dans l'idéal, ils se seraient battus. Mais je trouve que Boston a vraiment fait tout ce qui était nécessaire pour dire, même la motivation de vous battre, on va vous la mettre là où vous pensez parce qu'en fait, il n'y aura pas de discussion. Ça ne sert à rien. Gardez votre énergie pour le Game 4. En fait, ils ont forcé les Knicks à devoir se dire, bon, on va reposer les cannes, on a déjà bien donné contre Détroit, rendez-vous au Game 4. C'est vrai qu'il faut reconnaître le mérite des Celtics là-dessus. Par contre, tu es d'accord avec moi, 3e match de suite où les Knicks sont menés de 20. C'est quoi? C'est une stratégie? Alors, on s'est extasié, les comebacks étaient incroyables et tout, bien sûr, et ils mènent toujours 2-1 dans la série, avec le match 4 au Madison Square Garden. Je veux dire, les Knicks, pour l'instant, les mains sur le volant dans cette série. Hein. Bien, hein. Sauf que là, le Game 3 montre une physionomie de match dans laquelle les Celtics peuvent se dire, au-delà même de vraiment, là, il y a beaucoup de tirs qui rentrent, ils peuvent se dire, les gars, ça fait 3 matchs de suite que notre défense met les Knicks sous les 100 points, ou bon, c'était 100, c'était en prolongation, c'était 108 en prolongation. 100 points. Ben, tu vois, et donc ils ont cette base. Et donc, c'est ça que j'ai pas aimé de la part des Knicks. Je comprends le côté, ils se font mettre la tête sous l'eau, il y a les 3 points qui tombent, et à un moment donné, tu dis, bon, non, celui-là, on va pas faire de comeback, et l'énergie, on va la mettre ailleurs. Je comprends. Ce que j'aime pas, c'est ce match 3 est pour moi la démonstration de quelque part de côté accidentel. Alors je sais que c'est 2 fois, hein, mais ça donne aux Celtics les raisons de se dire mais les 3 prochains, on va les prendre en fait. Garden, pas Garden, machin, Brunson, pas Brunson. On a discuté ensemble non, mais, vendredi. Et du coup, c'est ça que j'ai pas aimé, c'est je m'attendais potentiellement à une victoire des Celtics, que menés de 0, ils allaient envoyer du sale et tout, ok. Mais je m'attendais quand même à un autre fight de la part des Knicks. Je pense qu'ils l'ont lâché un peu vite. Voilà ce que je pense. Et notamment dans le premier quart où ça commence à tomber, j'aurais voulu voir des temps morts, j'aurais voulu voir plus d'agressivité défensive, tout de suite modifier quelque chose pour justement éviter ce scénar de match qui est un scénar où les Celtics se dit bon, allez, si on prend le Game 4, elle est à nous, la série. Oui. Ils auront tellement mal au moral qu'elle est à nous, la série. Tout à fait. On a parlé vendredi ensemble en vidéo. Oui, il y a un scénario dans lequel Boston, si Boston joue comme l'équipe qu'elle est censée être tout au long de la saison... Les Knicks peuvent rien faire, c'est vraiment réel, en fait. On a l'impression, quoi. Et on a même sorti une phrase qui pourrait s'avérer réelle dans quelques jours si Boston joue au niveau qu'ils sont censés avoir, c'est-à-dire sur 4 cartons. C'est qu'on se retrouve potentiellement dans une série où en effet Boston gagne les 3 prochains, et on se retrouve en se disant, comme on l'a mentionné vendredi, en fait, il y a eu 2 cagades, mais sinon, ça aurait été une potentielle branlée. Les Celtics ont fait n'importe quoi sur les 2 premiers matchs. Et les Knicks les ont bien poussés. Crédit aux Knicks de les avoir bien poussés, d'avoir fait le nécessaire et d'être remontés. Mais appelons un chat quand même, lorsqu'on a fait la preview de cette série, on a attendu de la part des Celtics d'être la meilleure des 2 équipes. Ils ne l'ont pas fait sur les 2 premiers matchs. Ils l'ont clairement montré sur le Game 3, ce qui appelle forcément réflexe de se dire « Ah bah tiens, en effet, ils menaient 2 fois de 20 points, s'ils étaient un peu piqués, il y aura peut-être 3-0, peut-être. » Mais là, en effet, Boston devait prendre ce Game 3. On attend un gros Game 4. Là où je te rejoins complètement, c'est que les Knicks, ils se sont très bien battus sur les Game 1 et Game 2, notamment en s'ajustant athlétiquement, physiquement, en rentrant un petit peu plus dans la bouche de Boston. Et là, sur le Game 3, c'est une des premières fois où je les ai trouvés vraiment soft, vraiment accepter le fait de se faire tabasser un peu la gueule par Boston. Et ça, moi, c'est un problème, c'est qu'il n'y a aucun scénario dans lequel le Game 4 peut être un match où New York se fait malmener comme ça. Il faut que les Knicks, comme tu l'as dit, jouent dans un brasier et non pas dans une église. C'est pas possible. Ça, c'est le premier truc, mais ça démarre des joueurs. Le public, ok, sûr, des joueurs. Ça démarre des joueurs. Ouais. Ils doivent montrer qu'ils sont capables de répondre à ce genre d'intensité. Ils croyaient quoi? Les Celtics étaient menés 2-0. Là, maintenant, ils sont menés 2-1. Ils sont toujours dos au mur. Hein. Ils n'ont pas envie d'être menés 3-1. Oh. On les connaît, les stats des équipes menées 3-1. Il n'y a pas des masses qui se qualifient. Hein. Donc, voilà. Donc, clairement, moi, ça m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression que les Celtics, là, grâce à ce match 3, vont se dire « Attends. En fait, on peut leur mettre la tête sous l'eau parce que notre défense les fait vraiment chier. Qu'il n'y a que Brunson qui arrive à surnager au scoring et un peu de Karl Anthony Towns et tout, mais c'est tout. Que là, par exemple, Anunoby,
que Bastien et moi on qualifiait potentiellement de meilleur ailier de la série. Bah, c'était le cas au bout de après 2 matchs. Normal. Comme quoi, hein, en un match, Non, mais ça- là on se dit oula. Alors attends, oui. Donc là effectivement, ok. Donc là c'était à nul hobby. Tout à fait. Hein, on est d'accord. Je cherchais le jeu de mots. Excusez-moi, je pensais que j'étais à nul hobby, c'est pas mal. T'es oh shit à Nunobi. Ouais. Non mais là c'était chaud et c'est d'autant plus chaud que les Celtics du coup l'ont exploité. Karl Anthony Towns est allé chercher les lancers. Brunson a fait du Brunson. Brunson, t'as ses stats Non, là. il fait 27 points avec un ballon perdu, il y a 7 lancers provoqués, il est à 40% au 7 tir. passes C'est dans la d'ess. lignée c'est dans la lignée statistique. C'est pas le des plus deux grand premiers matchs. Brunson de la Terre, mais vu ce qu'il a sur lui, c'est pas si mal. Et Towns envoie un bon gros double-double, tu vois, 21-15. Avec Attends, bien sûr. d'une maladresse absolue. Maladresse absolue, mais Karl Anthony Towns, et pour le coup, je vais le défendre, maladresse absolue, et puis sur pas mal de situations défensives, il m'a bien saulé aussi. Non, Par c'est contre, pas un match en de attaque, Karl Anthony Towns. soi-disant en plus qu'il est un peu blessé, j'avais pas vu, mais apparemment il est blessé à la main. Hein. Ah, il y a moyen qu'il se soit fracturé un doigt. Ouais. J'avais pas vu, ouais. Et, donc il a pris sur son expérience et il est allé chercher du lancer. Ce qui est chiant pour la défense des Celtics. Surtout avec le fait que, Horford fait... très bonne série d'Horford, attention. Hein. Mais la rotation Porzingis, on sait pas trop. Là, Porzingis, là, on peut pas savoir parce que c'était un blowout, mais t'as vu, il est pas en forme et tout. Donc, non. Mais c'est les role-players, là, qui n'ont pas été dedans. C'est l'intensité de début de match. C'est après, ça se transforme trop vite en blowout, donc on va pas pouvoir jauger les rotations. Mais j'aurais aimé voir d'autres Knicks, là, sur ce match 3. Non pas forcément qu'ils le prennent, mais juste... pas avoir le sentiment que, en fait, il y a 2-0, mais c'est le score le plus trompeur qui soit dans ces playoffs, quoi. Alors j'entends. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. J'ai eu cette sensation, moi, en tout cas. J'avoue que j'avais pas trop de problème, et c'était frustrant, hein, mais là où j'avais pas trop de problème, c'est que la terre entière s'attendait à un réveil du champion en titre, les Celtics. Bah, pas les Knicks, visiblement. Si, je pense, mais Comment dire ? c'est la façon de réagir. C'est que tu vois, on a évidemment les équipes sont différentes, mais on vient de parler du fait que Indiana et Miles Turner, comme je t'ai dit, en parlait. Indiana s'était fait malmener à domicile sur le Game 3 par les Cavs. Par un immense Donovan Mitchell, des Cavs qui défendent. Max Strus, c'était même le mec le plus intense des deux équipes. Non, mais tout à fait. Et Miles Turner le dit, ils ont discuté ensuite en interne en se disant et en se promettant que dans l'approche, même pas les résultats de pourcentage de non, dans l'approche, tout à fait d'accord. les Pacers allaient devoir être meilleurs. 48 heures plus Ils tard, l'ont fait. Indiana fait... Bon, certes, ils shootent à 8000% en arrière, shoot avec mes couilles, mais dans l'approche, ils ont été parfaits, mais dans les 2 premières minutes du match. Dans les 2 premières minutes du match entre Cavs et Pacers, tu l'as dit, Siakam agressif, Haliburton interception sur ligne de passe et ça monte au Tomar, et Meister qui met ses shoots, et Aaron Smith qui se casse la gueule au premier rang. Dans l'approche, il aurait même pu avoir 4 partout qu'on aurait fait genre, ok, bon, les Pacers ont d'autres attentions. Moi, c'est là que je vais attendre les Knicks. C'est pas que je les attendais pas sur le game 3, parce qu'on va s'attendre à une réaction de Boston, mais c'est là, quand ils vont se ramener au game 4, qui est donc impossible à perdre pour les Knicks, enfin, impossible. C'est très difficile à imaginer de perdre pour les Knicks, parce que sinon tu vas avoir des giga regrets. C'est ça la phrase. C'est que derrière... Giga, c'est faible comme mot. Non mais tout à fait. Waouh. Mais tu vois, c'est plus les 3-4 premières minutes du Game 4 où j'ai très hâte de voir comment New York va aborder la chose, parce que, comme tu as dit, Boston ne veut absolument pas rentrer à 3-1. Statistiquement, on sait, ils sont chauds, tout ça. Jalen Brown nous dit ne nous laissez pas en prendre un. Ouais. T'as pas envie d'eux. Mais donc, je sais pas pourquoi, peut-être que je fais erreur et que je devrais moins les mettre de côté, mais probablement parce que je m'attendais à ce que Boston leur flanque une fessée au Game 3. Je n'ai pas été scandalisé par leur approche. Ce que je vais surtout attendre, c'est vraiment l'approche du Game 4. Ils se sont pris ce qui devait se passer. C'est la meilleure équipe de l'Est sur cette série qui devait, champion en titre, se réveiller. Ils l'ont fait. Est-ce que ça va se dupliquer? Là, par contre, si ça a 2 fois lieu, avec deux branlées de 20 points, dont plus 30 à la mi-temps, là oui, on va faire un appel. Mais le problème, c'est que tu compares avec les Pacers. Sauf que les Pacers, sur le début de série contre les Cavs, ils avaient montré autre chose dans des circonstances différentes. Dans des matchs serrés, mais ils ont fait du comeback de fin de match, mais on peut pas dire, genre, les 2 victoires des Pacers à Cleveland, en gros, il y a des physionomies de match évidemment que c'est pas les mêmes séries qui sont différentes. Mais il y a 2-0 Là, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression d'avoir 3 fois la même physionomie de match, plus ou moins,
avec juste la fois où les Celtics font tomber les 3 points dedans, New York n'a aucune réponse. Rien. Nada. Et les deux comebacks, attention à ce que les Celtics ne commencent pas à se dire, et que les Knicks, ça rentre un peu dans leur tête aussi, que les deux comebacks sont tout aussi dus au chiage côté Celtics qu'à la grinta et l'incroyable comeback des Knicks. J'aimerais que les Knicks soient capables de faire jeu égal en première mi-temps, en fait, avec les Celtics. Juste en première période. Je pense que ça passe par là. Parce que les démarrages, en effet, sont pas excellents, et c'est de la remontada sur les deux premiers matchs, et ça, là-dessus, je suis totalement d'accord. New York n'a pas eu l'occasion pour le moment de faire le moindre match offensif comme ils sont capables de le faire. Non, absolument Il n'y en a pas eu un seul. Chapeau d'ailleurs à la défense des Celtics qui est bien organisée et tout, mais il y a des choses à améliorer côté Knicks. Hein, il y a des choses à améliorer. Donc, moi là-dessus, j'attends une grosse entame, la première grosse entame des Knicks de la série. Voilà, hein, c'est les termes, hein, désolé, hein, mais en effet, ils ont été tellement mauvais en première mi-temps à chaque fois que là, il faut que les Knicks fassent des très gros matchs. Quoique, je dirais, je ne sais plus c'est dans quel match, si c'est le 1 ou le 2, où les Knicks démarrent assez bien, mais dans le premier quart-temps. J'étais assez content, je crois que c'est le game 2 qu'Anthony Towns qui m'avait fait de all-in de fond. Je ne sais pas si tu as les scores. J'arrive. Non, le game 2, c'est bien ce qui me semblait. Ils se font tabasser au premier quart. Il y a 24-13. Je vais juste 24-13 au premier quart. Ouais, je vais vérifier le game 1. Attends, excuse. Je vais vérifier le game 1. Ouais, c'est le game 1. C'est le game 1. Qui est serré. Et dans le deuxième quart, il y a gros blitz. Ok. Donc, première chose, tenir tête dans le premier quart. 2, quelle que soit la réussite future de nos amis les Celtics à 3 points, pour le moment, on est sur des montagnes russes à 3 points. Ils étaient combien à Knicks, là, 5 sur 25 5 sur 25 les Knicks au game 3. 20%, ouais, c'est pas assez. Je sais qu'on est en 2025 et que parfois, on va être... Moi, ça me va, ils en prennent que 25. Oui, ok, il faudrait en rentrer plus de 20%, on est d'accord, mais ils n'en prennent que 25. Oui, moi, ça me va. C'est juste, pour le moment, on est sur une série où, en gros, c'est schématisé, hein, mais c'est... Bon, bah, si tu as rentré tes 3 points, bah, félicitations, tu as remporté le match, parce qu'en gros, celui qui s'est cagué dessus à 3 points a perdu le match à chaque fois. Bon. Comment ça se passe si les deux équipes sont soit fortes, soit pas fortes à 3 points toutes les deux? C'est ça que je veux bien voir. On vient de parler d'un Thunder Nuggets où en fait on a une équipe de OKC qui a été capable de montrer que si on est tous les deux maladroits, on va trouver la solution à l'extérieur. Là, les Knicks sont à domicile. Si Boston reshoot à... Ils ont été insolents comme ils sont capables de faire. 20 sur 40 à 3 points, Celtics Basketball. 50% de loin. Mais voilà, mais Celtics Basketball, pas beaucoup de pertes de balles, 50% à 3 points, tout va bien. Fais-moi voir les lancers francs des Knicks. Parce qu'il y a Karl Anthony Towns qui va en chercher. Le problème, c'est que c'est Mitchell Robinson qui en cague 8 sur 12 parce qu'il y a du hack à Mitchell Robinson, donc il y a 24 sur 35. Mais bon, lui... C'est surtout Mitchell Robinson. C'est surtout Mitchell Robinson. Le problème, c'est que, et Thibodeau l'a bien compris, malgré ça, malgré le hack au Mitchell Robinson, les minutes de Mitchell Robinson, c'est pas si dégueu pour les Knicks. Ça va. C'est fou, hein? Tout à fait. Je trouve que la grosse différence sur le Game 3 par rapport aux deux premiers, côté Knicks notamment, c'est que, tu le disais à moitié en rigolant, après 2 matchs, la production des deux côtés du terrain de la paire OG Anunoby, Mikal Bridges sur les 2 premiers matchs était suffisamment forte pour que Kat et Brunson font leur truc, Josh Hart fait du Josh Hart, on va voir pour le banc, mais Mikal et OG font un début de série de malade. 14 points à 7 sur 16 au tir, impact 0 sur le Game 3. Bah, Mikal, c'est bon. Non, mais, il faut le c'est dire. OG qui passe complètement au travers. C'est ça. Ils se sont pas du tout gérés sur le Game 3. C'est eux. Genre, qu'est-ce qu'on peut demander en soi de plus à Jalen Brunson et Karl Anthony Towns? Karl Anthony Towns, en effet, d'être un peu plus adroit. Jalen Brunson, peut-être de provoquer davantage de lancers parce qu'il est à domicile, mais les facteurs X des Knicks, ça va être surtout sur les ailes. Surtout sur les ailes, parce que c'est là que ça se passe aussi en attaque côté Celtics. Oui. Et donc il faut bien défendre aussi, parce que je les ai trouvés beaucoup moins effectifs. Alors, évidemment, tout de suite, dès que les pull-ups commencent à rentrer côté Celtics, tout se complique, mais quand même, ils sont là pour ça. Oui, bien sûr. Ils se sont fait own. Comme on dit dans le jargon. Il y avait des contre-attaques où alors Ford va plus vite que tes extérieurs des Knicks, ce n'est pas normal. Donc il y a un aspect mentalité, ça on est bien d'accord là-dessus. Il y a un aspect démarrer mieux les matchs, comme tu l'as dit, être plus au taquet, faire rentrer le public dans le match, ne jamais essayer de jamais se faire trop distancer. Oui. Et je veux bien voir, contrôler le tempo. Ça donne quoi en fait un match où c'est à peu près serré tout le match et ça arrive dans le money time en étant serré et tout. Parce que les Knicks, pour le coup, là, ça ils l'ont montré. Ils ont montré que quand il faut gérer des money time serrés, bah probablement que le meilleur joueur pour gérer des money time serrés joue chez les Knicks. Et vu ce qu'a proposé Karl Anthony Towns et ou parfois Mikal Bridges,
ça se trouve, ils peuvent avoir les 2 meilleurs joueurs d'un Money Time. Et Tu vois? Tout à fait, je vais même appuyer. Toutes les défaites des Celtics sur ces playoffs sont des matchs serrés, puisqu'on a un Money Time à Orlando qui est une C'est vrai. cagade totale, 95-93. C'est vrai que sinon, ils tabassent. Et sinon, ce sont des fleuves. Donc, Ce sont des fleuves des Celtics. énergie, Donc, tu répondre, défendre à mort le périmètre pour essayer de faire au mieux, de contester au mieux les 3 points pour éviter de se retrouver sous une tornade, enfin une cascade de 3 points qui te tombe sur la gueule. Oui. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est quand même ça l'idée. Et donc, rester dans le match. Si tu restes pas dans les matchs, oui, tu as fait des comebacks de fou furieux là où tu es revenu du passé, mais la probabilité que tu en refasses, là, tu en as déjà fait 2. La probabilité que tu en refasses dans la série, franchement, elle n'est pas énorme. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Tu as déjà fait 2, quoi. 2, c'est déjà énorme, en fait. C'est énorme. On va avoir un Game 4 monumental. Vous avez vu là ce qui s'est passé avec, par exemple, Thunder Nuggets, où on était là genre, attention, 2-1 pour l'équipe à domicile. Va-t-elle retourner à l'extérieur à 3-1 ou à 2-2? Et on s'est dit, putain, il y a peut-être des regrets du côté Denver. Est-ce que les Knicks vont avoir des regrets ou est-ce que les Knicks vont à Boston à 3-1? Je pense que les Knicks vont avoir des regrets. Je pense qu'il va y avoir 2-2. Mais je le pense, quoi. Mais non, j'ai l'impression, je sais pas, c'était un bon match pour les Celtics. Les tirs qui rentrent, ok, mais au-delà de ça, genre, moi, devant l'écran, j'étais vraiment en train de me dire, bon, c'est vrai que leur défense, là, ok, Brunson c'est Brunson, hein, et Towns, il a mal shooté, il peut mieux shooter, on est d'accord, l'attaque des Knicks, c'est très intéressante, mais ils défendent bien le pick and roll, hein, avec Jrue, White, Brown, Tatum, le switch all, et ou de temps en temps, en fonction des joueurs, quand c'est du Josh Hart, il le edge un peu plus pour lui laisser un peu d'espace pour éventuellement shooter. Enfin, franchement, ils se sont fait violence au rebond, les Celtics. J'ai l'impression que c'était vraiment la victoire qu'il leur fallait. Et puis en plus, ils sont dos au mur et j'ai pas trop aimé l'énergie dégagée par les Knicks. Donc je dirais 2-2, moi, perso. Je m'arrête là au niveau pronostic. Je sais pas du tout ce qui va se passer au match 5. Voilà. Ça vous va comme ça? Je parlerai du match 5 après le match 4. Ouais, c'est ça. Je te suis sur le 2-2, mais, Ok. mais qu'est-ce que j'aimerais, mon cœur de fan là, qui se régale sur les demi-finales, puis sur les playoffs du match général, parce que quand même on mange vachement bien. J'adorerais que les Knicks remportent le Game 4, déjà pour les tester eux dans leur capacité à finir la série. Ensuite, dire à Boston, voilà ce qui se passe quand on fait n'importe quoi sur les 2 premiers matchs. Et ouais, on vous rappelle que la marge, elle est limitée. Les c'est ça que j'aimerais bien, les Knicks. Ils leur disent, oh les gars, vous avez pris pourquoi? Bien sûr qu'on va vous fumer maintenant qu'on en a pris 2 chez vous. C'est ça. Tu vois? C'est tout à fait. Boston titube au bord du ravin et dit non, t'inquiète, je gère. Non. Les Knicks doivent les punir là-dessus. Je souhaite que New York fasse enfin son premier gros match offensif. Un bon gros, tu vois, genre un bon gros 110 points marqués. Ouais. Qui du coup nous emmène dans un match serré et où là c'est 50-50, hein, c'est Scott Foster, c'est Jalen Brunson, c'est la Brunson totale. time. Brunson time. Je demande encore à voir Boston. Boston a fait le match 3 qu'il fallait. Je crois que personne, vraiment, peut-être certains me disaient si, il allait avoir 3-0, mais personne n'était étonné par le fait que Boston allait se réveiller sur le 3. Non. Le plus difficile, c'est pas le réveil du 3, c'est la confirmation du 4. Le réveil du 3, c'est la base professionnelle. Tu es sous contrat, si tu ne te réveilles pas à ce moment-là, ça ne sert à rien de jouer au playoff. Mais le 4, là, quoi? Non, ça me fait marrer. Oui, la base, oui, c'est la base. Non, Bien sûr, la base, non? Mais ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Mais c'est le 4, tu vois, qui est le plus dur, non? Oui, maintenant là, le 4, surtout que les Knicks, ils vont eux aussi avoir un petit coup de pression. Ça. Donc là, c'est sûr qu'ils ont joué un peu trop détente. On va voir. Mettons que tu dis 2 de toi aussi. Ouais, on retourne à Boston à 2-2. Ouais. On retourne à Boston à 2-2. Donc ça gagne à l'extérieur, quoi, dans cette série. Pour le moment, ouais, on est dans ce genre de série, hein, c'est Suns Bulls 93, c'est ça? Oui, c'est vrai que ça gagnait pas mal à l'extérieur. Où ça remporte surtout les matchs à l'extérieur. Dites-nous évidemment vous ce que vous en pensez. On va basculer à San Francisco. On était sur une série à 1 partout entre les Wolves et les Warriors. Très intéressant. Après, il y a des aléas un peu relous, mais... Il y a les aléas qui touchent à la cuisse, il y a les aléas qui touchent à la sensibilité évidemment des fans qui souhaitaient voir Stephen Curry sur le terrain. On l'a appris une semaine d'absence. Tous, on est des... Enfin, moi, je suis un peu dégoûté. Hein. Fans de basket, hein, évidemment. Nous, on souhaiterait que Steph soit sur le terrain, surtout que, comme j'en ai discuté avec certains, il y a la place. Il y a la place de battre ces Wolves, malheureusement, pour les fans des Warriors. Les Wolves ont fait le boulot. D'ailleurs, encore une fois, un match de, si je peux me permettre, le meilleur joueur des Minnesota Timberwolves sur ces playoffs 2025, Julius Randle.
Il faut dire les termes. Quel playoff de Julius Randle, c'est incroyable. Alex, on va parler de ce Game 3 qui À part les shoots à 3 points, c'est énorme. À part les shoots à 3 points où vraiment il bricasse, puis il n'y a pas toujours que des bons choix, faut reconnaître que Julius Randle envoie des playoffs là. Et là, notamment dans la série contre les Warriors, où les Warriors sont un peu clairement small ballisés depuis le début. Ouais, ils ont bien géré le Game 7 contre les Rockets malgré les Twin Towers envoyés et tout. Là, ce qui est très intéressant, je suis pas du tout, ni rassuré, ni tellement convaincu par le jeu proposé par les Wolves depuis le début de cette série. Je me dis, il y a la place. Si tu peux te dire s'il y avait Steph, il y aurait de la place. Ouais. On en avait parlé un peu à la fin de la série contre les Lakers et dans la preview, on s'était dit, bon, est-ce que aussi il faut faire gaffe parce que les Wolves ont gagné des matchs serrés contre les Lakers, mais vraiment les Lakers aussi se sont quand même bien chiés dessus. Ils ont vraiment pas été bons. Les Warriors, c'est quand même une autre bête et ils le prouvent. Oui. Et au milieu de ces Wolves là, on a quand même sur ce match 3, on a quand même aussi un petit quatrième quart d'Anthony Edwards, on va en parler, mais bien sérieux quand même. Oui, bien sûr. Très très sérieux, Anthony Edwards là sur ce. La deuxième mi-temps, mais à 104e quart là, l'autre là. Mais effectivement, Julius Randle pose des problèmes de match-up insolubles aux Warriors. Voilà, vous pouvez cutter cette phrase, la monter et la ressortir, c'est la réalité. La match-up la plus chiante à jouer pour ces Warriors depuis le début de série, c'est Julius Randle. Tu vas pas me croire si je te dis il les fait trop chier. Soit ils ont des mecs pas assez gros pour lui, soit ils ont des mecs trop petits, soit l'autre, il est inspiré à la passe. Hein. Il fait des différences, il sert bien les copains, quoi. C'est le meilleur passeur de la série, genre de loin. Oui. C'est pas le premier triple-double de l'histoire des Wolves en play-off, un truc comme ça. En même temps, l'histoire des Wolves en play-off, sans leur faire offense, c'est pas non plus un truc de ouf. Ceci étant dit, Alex, j'aime bien quand tu as l'opportunité de flex et que je te fais des passes ici face caméra. Donc tu peux regarder la caméra là, juste devant toi. Dis-moi. Est-ce que tu peux nous dire dans la preview de la série qui tu avais annoncé comme Factor X de la série, s'il te plaît? Julius Randle. C'est marrant ça. Et je vais même aller plus loin. Vas-y, bombe le torse. Montre-leur que tu regardes des matchs de basket, Alex. Tu regardes pas les replays? Non. Juste non, les 10 minutes? Je regarde les 1 minute 30, 1 minute 30 sur YouTube. Bref, et encore, d'un œil. Bref, non, plus sérieusement, je vais même aller plus loin. Quand il y a eu le trade et qu'on a fait le gros apéro, je ne l'ai pas re-regardé, donc je n'ai pas mes mots exacts en tête, mais je sais qu'au moment où on a commencé à se dire « est bon pour les Wolves », je sais que j'ai ouvert le sujet de Julius Randle n'apporte bien évidemment pas le spacing de Karl Anthony Towns. En même temps, quel big aujourd'hui apporte le spacing de Karl Anthony Towns ? C'est une vraie question. Apparemment Miles Turner. Ouais, c'est pas Bam Adebayo. Voilà, spoiler, c'est pas Bam Adebayo. C'est cadeau. Voilà, c'est cadeau. C'est pas Julius Randle non plus, mais j'avais déjà ouvert le sujet en disant bon, on discrédite un peu trop Julius Randle, on oublie ce qu'il est capable de faire et on oublie cette espèce de variété moins contrôlable qu'un Karl Anthony Towns qu'il est capable d'apporter en attaque. Et là, on en a l'exemple depuis le début des playoffs, mais notamment sur cette série face aux Warriors, où ils n'ont pas vraiment... Ouais, ok, ça essaie du Kuminga qui est très intéressant et tout. Ça propose des choses, mais en gros, ils n'ont pas vraiment ce qu'il faut pour tenir ce Randle. Les Wolves commencent à l'avoir bien compris. Et ils passent beaucoup par lui. En fait, la limite, là, notamment sur ce match 3, meneur de jeu, Julius Randle. Genre... Je mets en place les choses, je crée tout seul et je lâche la balle pour les copains. Ben oui, mais... Julius Randle, et si vous re-regardez le replay de ce match et que vous regardez ce qui se passe dans le quatrième quart, c'est aussi ça qui permet à Edwards de bien scorer. Mais c'est évidemment ce que j'allais dire, tout à fait. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, Anthony Edwards, balle en main, Golden State s'était préparé à ça. Ils ont demandé à certains garçons d'être en pression. Et déjà, c'est pas évident. Gary Payton, ils ont même demandé à Buddy Hield de retrousser ses manches. Donc ils ont les gars envoyés. Ils ont les gars envoyés. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en ajustement, les Wolves, moi j'en parlais pendant un match en direct, c'est que au lieu de donner la balle à Anthony Edwards, il existe d'autres moyens de mettre un garçon aussi athlétique et fort en pénétration en avant. Ça passe notamment par des rendre la balle, dribble and duff, cut backdoor et lui donner la balle. On a eu des séquences de Julius Randle qui voit Anthony Edwards partir à pleine blinde, lui rendre le ballon et dire bon bah en gros soit il y a 2 lancers, soit il y a poster sur ta gueule, soit il y a 3 points dans le corner et c'est très bien joué. Au poste, l'autre il recule parce qu'il est gros corps, hein, Julius Randle, gros corps, costaud, bully. Il recule. Là qu'est-ce qu'il fait pas? Une passe à l'opposé à McDaniels qui est tout seul. Ça, là t'es dans le staff des Wolves, tu fais oh putain,
Trop bien. Et alors, la cerise sur le gâteau, parce qu'attention, il y a une cerise sur le gâteau, c'est que, rien à dire sur sa défense. Bon, non. Non, mais c'est vrai. Mais oui. Hein. Non, mais parce que, attends, Julius Randle, on l'a vu 2-3 fois. C'est vrai qu'on attaque, machin et tout. Mais par contre, l'autre, il rechigne, il revient pas en défense. Il se passe des trucs dans son dos. Là, non. Luka Doncic. Franchement, impressionnant, non? Il se bat sur les switches. Sur la popoche. Il se bat sur les lignes de passe. Il vient contribuer au rebond. C'est super. Incroyable. C'est super. Non, franchement. Côté Wolves, très bien. Avec un gros Julius Randle. Très emmerdant pour les Warriors parce que ces Wolves qui sont pas si fous, là, comme tu le disais. Non, en fait, on quelques armes qui sont quasiment rédhibitoires pour ces Warriors qui donc se passent de Chef Curry. Ouais. Qui s'est blessé à la cuisse. Tout à fait. On va en parler à deux steps juste pour au hamstring. On va en reparler dans quelques secondes juste pour finir sur Minnesota, les 2-3 notes que j'avais en plus de tout ce que je disais sur Julius Randle. Wow. Bien aimé. J'ai pas aimé leur match, j'ai bien aimé leur fin de match. Et notamment la façon dont ils ont décidé de fermer totalement l'accès à la raquette avec un gros Rudy Gobert dans le 4e quart-temps, lorsqu'il a été question de fermer absolument tout. C'était du bon Rudy, c'était du bon Anthony Edwards, du bon Julius Randle, du très bon Jalen McDaniels. Non mais ça a patrouillé la raquette, si, avec Jalen McDaniels sur le 4e quart. Sur le 4e quart, Rudy, en fait, on le voit, et d'ailleurs, en fait, après on va parler de Jimmy Butler, parce qu'il était là notamment pour assurer le début du match, mais après il y a un moment où... Bon, je vais en parler dans quelques secondes, mais j'ai trouvé que Minnesota avait fait la bonne fin de match, la fin de match nécessaire. Ils mettent le 33-24 dans le 4e quart-temps. Et pour une équipe qu'on a souvent pointé du doigt dans le Money Time, et on est dans la continuité de ce premier tour face aux Lakers, où en effet, Minnesota est une équipe qui soudainement est sereine dans les 4e quart-temps. Ok. Randle, il distribue au moins 5 ou 6 passes d'ess dans le 4e quart, pendant que Anthony Edwards commence à chauffer, va sur la ligne des lancers, bien sûr. Voilà, plus McDaniels qui est dans la continuité de sa série pour l'instant, donc les tirs rentrent, Nasrid aussi. Il devait reprendre l'avantage du terrain. L'impact de Nasrid et de McDaniels est bien aussi. Hein. Les tirs qui rentrent, appliqués en défense, voilà ce qu'on leur demande. Hein. Il fallait reprendre l'avantage du terrain, c'est fait. Et tu pouvais pas te permettre... En gros, quand la news de Steph blessé est tombée, la première chose que j'ai tweeté derrière, c'est putain, il y a marqué sur un plateau, aller en finale de conférence. Si tu prends pas cette opportunité Minnesota, tu vas te taper mais des critiques dans tous les sens. Donc, ils reprennent déjà l'avantage du terrain. Game 4 à venir. Côté Warriors, Steph absent. On en a vu notamment bien les conséquences comme il faut. Sur le Game 2, certes. Sur le Game 3, j'ai trouvé d'autant plus quand il y avait des limitations offensives derrière Jimmy Butler et Jonathan Kuminga. Butler fait un super 75% de match. Il fait un énorme 3 premiers quart-temps. Application au shoot, pénétration, choix, enfoncer DiVincenzo. Distribution, trouver les garçons, responsabiliser Kuminga et tout le gars, parce que du coup Kuminga fait un super match en sortie de banc, 30 points. Qui a été applaudi par Steve Kerr et toute la clique. Mais c'est trop faible autour. C'est-à-dire que moi, j'ai compris aussi que certains fans de Golden State, notamment, ont discuté du fait que derrière Jimmy, on a eu parfois des gros matchs de Buddy Hield. Là, il met ses 14 points avec quelques shoots à 3 points, mais ça reste quand même assez limité derrière. Une fois que Pods ne fait pas son match, c'est compliqué quoi, pour les Warriors. Ouais, et puis ils ont un autre problème aussi, les Warriors, là, qui revient à ce qu'on disait avant, c'est qu'avec ce Randle-là, donc ball handling, bully, score, de temps en temps, je vais aller chercher des lancers, je fais des bonnes passes et tout, plus des gars comme notamment Nasrid qui rentre et qui est quand même assez efficace au tir depuis le début de la série, même très efficace au tir. Ils rendent Draymond Green beaucoup moins utile. Ouais. Draymond Green, dans le combat, il a été incroyable contre les Rockets, parce qu'il y a du combat dessous, il fallait... Là, qu'est-ce que tu veux te la coller? Nasrid, il est à 8,50 m, il fait des ficelles. Défensivement, oui. Après, offensivement, sur le Game 1, il est tellement énorme, Draymond, que... Ah non, mais attends, je te dis pas qu'il est... Je te dis juste qu'il défensivement, il le rend moins utile. Ouais, bien sûr. Donc, en gros, il est moins impactant. D'ailleurs, ça se voit, il s'énerve. Il fait des fautes bêtes. Là, sur le match 3, c'est une catastrophe, le match 3 de Draymond Green. Autant son Game 1 est très bon, parce qu'il est bon en attaque et tout. Facteur X de la série. Son match 3, clairement. Son match 3, c'est une catastrophe. Le type a plus de pertes de balles et de fautes que de points. Et de passes et de rebonds et de tout ce que vous voulez. Non, donc, il sait pas trop... Voilà, il aime bien aller se claquer avec Gobert. Bon, on est content pour lui, mais en fait, les Wolves, on n'a rien à faire de ça.
Gobert non plus. Tout le monde s'en fout. Par contre, ils font leur jeu autour. Randle, Naz Reid. Moi, j'attendais Draymond Green là-dedans, en fait. J'attendais un Draymond Green intelligent qui s'adapte à la série et qui dit à Moody ou je ne sais quel ailier, bah, vas-y, toi, tu vas sur Gobert, parce que bah, Gobert, il va faire des écrans puis il n'est pas dangereux. Et moi, je vais m'y coller à Randle. Oui. Et moi, bah ouais, je vais le suivre un peu, Naz Reid, un peu au loin, et puis on verra bien pour le cerf. Mais si c'est Gobert qui roule, bah qu'est-ce que tu veux? On prend, tu vois. C'est compliqué pour Dre. Ouais. Et ce match 3 est vraiment, j'espère qu'il va se rattraper au match 4, parce que là, le match 3, c'était vraiment dégueu. Ah oui, c'est le genre, tout à fait, c'est pour ça que j'en parle. C'est le genre tout à fait à se reprendre Draymond. Pods était complètement à côté de la plaque. Oui. Hormis Kuminga et Butler, j'ai trouvé que le reste était Kuminga, beaucoup trop super, hein, je sais pas ce que tu as à dire, mais... Non, mais Kuminga, c'est parfait. Et franchement, respect aussi à Kuminga, parce qu'il y a des moments vraiment où ça a été très très difficile à regarder. Et donc, il était logiquement sorti de la rotation. Par contre, rester prêt et apporter ce genre de production alors que tu es complètement sorti de la rotation depuis quelques semaines, moi, je respecte. Je sais que pour certains, c'est pris pour acquis. Hein, c'est comme ça, non, c'est normal. Gros respect. Moi, franchement, je trouve que là-dessus, il a fait ce qu'il fallait et que tu peux pas le pointer du doigt, quoi. Ah bah pas du tout. Surtout qu'en plus, il y a des moments où, pour parler d'un point de vue tactico-technique, le fameux hashtag, Kuminga était sorti de la rotation, t'es là, tu dis, pourquoi il le fait pas rentrer du tout quand même, là, Steve Kerr? Tu pouvais te poser la question, donc ça doit être d'autant plus difficile à digérer pour le joueur. Et c'est vrai que non seulement il l'a digéré, mais en plus, quand on a besoin de lui, il répond à l'appel parce que athlétique. En plus, bon là, il a des tirs qui rentrent et tout, mais il répond à un besoin clair des Warriors sur cette série, de qualités athlétiques dans les ailes. Il y a des N1 dans tous les sens, donc provocation de lancer, finir de manière acrobatique. Lui, c'est nickel. Question que je te pose. On sait que Steph ne jouera pas là prochainement. Il jouera pas le 4, il jouera pas le 5. Au mieux, il est là au 6. Joue un Game 6, et les Warriors arrivent donc en forcer 6. Il y aura un potentiel retour. Et encore, il y en a beaucoup, de ce que j'ai pu lire aussi, qui considéraient que ce serait une grosse prise de risque, mais voilà, parce que c'est un vrai truc qu'il a à la cuisse, c'est relou. Honnêtement, c'est méchant. On souhaite pour les Warriors que Steph puisse revenir et les aider, parce que c'est plus que de l'aide. Ce qui peut réaggraver une blessure qui... Mais voilà, on souhaite pas non plus que Steph aggrave une blessure et qu'on se retrouve avec un truc relou à la cuisse. Que tu traînes la saison suivante. Voilà, je suis d'accord. Il y a eu un premier ajustement. J'ai bien aimé les quelques minutes de Trayce Jackson-Davis qui a été introduit un petit peu dans le 5 majeur. On se posait la question là, de savoir si ça allait être Looney, TJD, etc. Ouais, t'as kiffé toi? Ces minutes sont bonnes. Je sais pas quoi en penser, moi. Elles sont bonnes. Elles sont pas nombreuses, mais elles sont bonnes. Mais genre, tu le préfères à Looney? Je sais pas, mais la question que j'allais te poser, c'est si t'es Golden State, quelles sont les modifications? Steve Kerr peut appuyer sur plein de boutons. Parfois, on a eu des 5 petits. Il y a eu des modifications là de par les blessures. Mais est-ce que lui, Stackhouse et le staff des Warriors doivent envisager des rotations et des titularisations différentes là sur le match à venir? Ouais. Je pense qu'il faut réfléchir différemment. Moi, je suis pas sûr de Trayce Jackson-Davis titulaire. Okay. En l'absence de Steph, je titulariserais bien Gary Payton 2, moi, perso. Oui. Payton 2, Podziemski, Butler, Hield et juste Draymond Green. Parce qu'en fait, je sais pas lequel, qui tu veux d'ailleurs, Podziemski même, ou Buddy Hield, on s'en fout, même Butler. Il y en a un qui est en désavantage de taille totale, mais qui est sur Gobert. Draymond Green doit se farcir Julius Randle. Il doit assumer ce combat. C'est à lui de le faire. Et quand Kuminga rentre, tu peux éventuellement envoyer du Kuminga dessus. Je garderai Kuminga en sortie de banc. Gary Payton 2, garde du corps attitré d'Anthony Edwards. Tu fais au mieux, tu essaies de rester devant. C'est pas évident, attention. Directement, tout ça. Tu tiens l'impact physique du mieux que tu peux. Et les Podziemski et les Hield, qui gèrent des McDaniels ou des Mike Conley. Tu as des match-ups à exploiter en attaque. Tu peux emmerder les Wolves parce que du coup, Rudy Gobert, pour peu que Draymond Green rentre ses 3 points, le temps de jeu de Rudy Gobert peut beaucoup en pâtir parce que Finch, il va se dire quand même, j'ai Naz Reid qui les fait trop chier, je vais faire, tu vois. Oblige les Wolves à se mettre dans des trucs comme ça. Donc moi, j'ai pas été très convaincu par le Trayce. C'est pas contre Trayce Jackson-Davis, j'ai pas été tellement plus convaincu, c'est pour ça que je te pose la question, par le Looney Green. Tu vois, il y en a eu.
Je pense que c'est un peu ce qu'ils ont fait aux Rockets, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup démarré small ball. Et je pense que même sans Steph, ils peuvent proposer un truc très small ball avec plutôt Gary Payton 2 qu'un intérieur. Ok. Moi, c'est Ouais. marrant, j'irais dans l'autre sens. C'est-à-dire, tu titularises Kuminga Je pour titulaire, mettre de la taille tout de suite. je mets Buddy Hield sur le banc. Je mets Podziemski, Gary Payton 2, Jimmy Butler, ok, ouais. Jonathan Kuminga, Draymond Green. Donc tu mets qu'un seul intérieur, Draymond Green, et tu Oui. mets Kuminga à côté, et tu changes 2 joueurs de ton 5. Oui. Ok. Et du coup, je me permets d'avoir non pas Hield et Podziemski dans le 5 majeur, mais un des deux qui va cartonner en sortie de banc pour responsabiliser en titulaire Jonathan Kuminga. J'avais bien aimé même quand ça avait été le cas précédemment, et je pense encore qu'il faut que Kuminga ait ces responsabilités-là, il faut y aller. Et tu permets à Buddy Hield un petit peu d'essayer de match-up avec l'apport de banc de... Avec Nickel Alexander-Walker, Alexander-Walker, Nasrid et tout. etc. Tout à fait. Je tenterai ça. Je tenterai ça parce que je trouve que Kuminga, Draymond, Butler et Gary Payton 2, sans être très grand, ça joue athlétique, ça joue assez haut si besoin. Parce que Payton 2, Kuminga... Ah non, Kuminga, il apporte de la longueur de bras, Et j'irais la bien, qualité athlétique est bien évidente pour matcher avec McDaniels et ou Randle. j'irais bien vers ça. Après, voilà, hein, dites-nous vous comment vous feriez, mais est-ce qu'on rentre à 3-1 à Minnesota? Oui. Ouais. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, et honnêtement, là, on n'en a pas assez parlé presque dans cet apéro. Genre, faut capter également, aussi, c'est pas une surprise, hein, mais genre, l'absence de Steph nous fait réaliser aussi à quel point ça rend les choses plus faciles à défendre pour les Wolves. C'est-à-dire que, bah oui, là, il a fallu un Butler incroyable. Ils ont un Butler à 30 points et Kuminga à 30 aussi, 33 Butler même. Ils sont même pas à 100 points. Non. C'est ce que je te disais, c'est derrière. La défense des Wolves, elle a été sérieuse, mais... Puis derrière, en talent offensif, même si Buddy Hield, même si Podziemski, etc., tu vois certaines limites dont certains parlaient. C'est ce qui fait qu'ils ont été en 7, notamment contre Houston. Et puis, du coup, t'es plus du tout les mêmes mouvements d'attaque, t'es plus du tout aussi dangereux. Et tu sais quoi, même en défense, vu que Steph se donne et tout machin, le côté leadership, en fait, tout est chamboulé. C'est pour moi, un beaucoup trop chamboulement pour ces Warriors qui viennent déjà de se taper 7 matchs contre les Rockets, qui là retombent sur une équipe qui est tout aussi athlétique ou quasi que les Rockets, parce que ça envoie du sale. Je veux dire, Jalen McDaniels, Nasrid, Randle, c'est grand, c'est gros, c'est athlétique, c'est long, Gobert et tout, Anthony Edwards évidemment, enfin je veux dire, même les Nickel Alexander-Walker, tu vois, c'est un bel athlète, mine de rien. Il n'y a que Conley en fait qui est moins dans voilà, parce que l'âge fait que. Mais non, pour moi, malheureusement, pour les Warriors, je vois bien les Wolves prendre le suivant. Ah ouais, la blessure de Steph, là, je la trouve catastrophique au niveau timing. Je suis d'accord. C'est le joueur le plus difficile à scouter de la NBA de ces 15 dernières années, parce que les impacts, Kerr en parlait, Buddy Hield en parlait, en fait, au-delà de sa simple qualité de shoot, le spacing qu'il crée, la tension qu'il crée, du coup, quand tu vois certains gars qui sont ouverts, c'est aussi parce que Steph est là. Et là, tu sens que certains sont gardés confiance. Tout à fait, et que certains sont gardés d'un petit peu plus près. Ouais. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Tout de suite, défensivement, tu fais bon. Du coup, ce serait bien que Buddy Hield shoot moins, parce qu'en fait, tu sais quoi, tant pis si c'est Gary Payton 2 ou même Podziemski qui prennent. Ouais. Et là, comme ça, il met 13 Jackson Davis, tu vois, c'est aussi un des trucs que j'aime moins, c'est que c'est au niveau space. Non, tout à fait. Moi, ce que j'attends le plus sur le Game 4, c'est Minnesota, au-delà de Golden State. Il y a une opportunité de fou là pour eux, d'aller en finale de conf. Ah oui. Face au vainqueur d'une série qui est loin d'être terminée. Épuisante. Si Minnesota veut aller jusqu'au bout de ses souhaits et de ses rêves, notamment de participer à une finale NBA, il faut sentir l'odeur du sang là et terminer les Warriors. Ouais. Est-ce qu'ils sont capables? S'ils sont capables, ça passe par une chose, c'est fracasser le Game 4 pour que quand tu rentres au Game 5, ça soit pour finir la série. C'est terminé. Mais est-ce que Minnesota et cette équipe, je suis très curieux. Moi aussi. Parce qu'ils ont été capables de montrer, la dernière contre Denver, que parfois tu montais très très haut et parfois tu descendais très très bas. Là, ils ont été corrects dans le 4e quart-temps, je les ai trouvés bons, mais c'est pas un match exceptionnel de leur part. Non, mais 4e quart, c'est quand même bien maîtrisé. 4e quart, très bien. J'attends un match référence des Wolves. En fait, ils sont à l'extérieur, tout ça, machin. Ok, très bien. Ils mènent déjà 2-1, mais
il faut pas qu'ils s'en contentent. Il faut qu'ils aient un objectif de... Ils veulent pas revoir Steph Curry. Ah ouais. Ils veulent pas revoir Steph Curry, ils veulent pas revoir Golden State. On est d'accord. Tu veux prendre et tu te casses, tu rentres à la maison, tu finis le machin. On est bien corda. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça, bien évidemment. Les Game 4 ont lieu ce soir. Et je rappelle qu'il y a la loterie de la draft qui a lieu à 1h du matin. On fait des gros bisous et on se retrouve pour d'autres petits débriefs sur YouTube. Des bisous. Ciao tout le monde. Ciao. Bonne suite de playoffs.